Bienvenue sur Info 83, merci de nous suivre, c'est la reprise d'ailleurs de nos interviews et de nos émissions. Merci d'être nombreux, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On va démarrer avec une université d'été ou des universités d'été qui vont avoir lieu ce week-end et nous allons découvrir effectivement un mouvement qui est le mouvement pan-européen. Alors peu de personnes connaissent le mouvement pan-européen. On va en parler avec nos deux invités, avec monsieur Alain Ternoir qui est le président de l'Union pan-européen internationale. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez passé de bonnes vacances? Excellente, en regardant ce qui se passe dans le monde, et ça c'était moins excellent. Éric Campion également, qui est le président France de l'Union pan-européen France. Donc, bienvenue Éric Campion. Merci, et puis moi aussi j'ai passé de bonnes vacances J'allais vous poser la question. Et ces vacances se sont passées Studieuse. sur l'Atlantique. Ouais, studieuse, Voilà. en tout cas la reprise va être studieuse avec ces universités d'été qui vont avoir lieu à partir de ce vendredi, samedi, ce week-end Oui. en fait, à la Castille et à l'Accro. À l'Accro. Voilà, oui. donc ce sont des vacances studieuses parce que on va expliquer ce qu'est l'Union pan-européen. C'est quoi? C'est un think tank, c'est une organisation politique qui veut répondre à l'internoir. Alors c'est une organisation non gouvernementale qui est déjà très ancienne, mais qui, je le crois, a beaucoup d'avenir parce qu'elle se préoccupe de la vraie Europe, de l'Europe des réalités, de l'Europe du monde d'aujourd'hui, mais elle s'appuie sur un passé qui est riche en expérience. Elle a, sur le plan international, bientôt un siècle, mais aujourd'hui elle est plus jeune et plus active que jamais. Fondée en 1926. Même un peu plus tôt, en 1922, c'est pour ça que je vous ai parlé de près d'un siècle, fondée juste après la Première Guerre mondiale, sur l'expérience désastreuse de la Première Guerre mondiale qui avait vu l'Europe s'effondrer 59 par millions de elle-même morts en dans espèce le- de dans le suicide monde. collectif. Et là, vous avez eu un visionnaire, un penseur, un homme de grande réflexion, Koudenov Kalergi, qui a dit on peut plus rester comme ça, il faut, avec l'union des Européens, essayer de faire une Europe de progrès, une Europe de développement, une Europe qui soit capable de s'affirmer par elle-même face aux grandes puissances nouvelles qui s'élèvent et qui étaient à l'époque les États-Unis et puis l'URSS, c'est-à-dire s'appuyant sur la Russie. On va tout de suite à l'internoir faire enfin, vous allez nous expliquer la différence ou la distinction de l'Union pan-européenne avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une organisation gouvernementale qui s'appuie sur les États. Actuellement, sur les 27 États de l'Union européenne, ce sont les États qui ont décidé d'appartenir à cette organisation d'unité, de rassemblement, de fonctionnement collectif, qui s'appuie essentiellement encore aujourd'hui, hélas, sur l'économie. Mais ça, à travers des traités, n'est-ce pas, que nous avons signés, que les parlements nationaux ont ratifiés, tandis que nous sommes une association qui a une vocation à la réflexion, s'appuyant sur son expérience, et puis qui a une vision de ce que l'Europe devrait être, et pour l'Union pan-européenne de France, de la pensée française à l'égard de l'Europe. Alors qu'est-ce que le pan-Europe? Pan, en grec, nous venons de la Grèce, la culture grecque, culture gréco-romaine, humaniste, ça veut dire toute l'Europe. Donc nous estimons que c'est tous les États européens, toutes les nations, tous les États européens qui doivent s'unir pour constituer cette organisation gouvernementale. Quand vous dites tous, alors l'Europe... Il n'y a pas d'exception. L'Europe, c'est quoi? L'Europe, ça dans va de- l'idéal Oui. qu'avait à un moment envisagé De Gaulle, ça va de l'Atlantique à l'Oural, ça va de la Baltique à la mer Noire et à la Méditerranée, bien entendu. Néanmoins, il faut prendre en compte, ça c'était aussi la grande vision du général De Gaulle, les réalités telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il n'est pas question de proposer à la Russie de venir dans l'Union européenne, mais au moins d'avoir avec elle, si possible, s'ils sont d'accord et si nous on fait les efforts nécessaires, d'avoir des relations positives et constructives. Quels sont les sujets que vous abordez, les thèmes que vous traitez? On va y revenir. On va parler de ces universités d'été. Avec vous, Éric Campion, l'objectif de ces universités d'été, alors il faut préciser que c'est les premières. Ce sont les premières. Nous avons eu un moment avec le Covid qui fait qu'on n'a pas pu se rencontrer. Donc là, en fait, on va avec tous les membres de Pan-Europe, arriver à se rencontrer, à se voir en présentiel. Pan-Europe-France. Pan-Europe-France, oui. Mhm. Mais nous avons des invités. Nous avons une délégation de Pan-Europe-Portugal qui vient nous rencontrer et avec lequel on va travailler pendant ce week-end. Alors justement, l'objectif, les thèmes qui vont être abordés durant Alors ces les thèmes qui vont être universités. abordés, ça va être la souveraineté. En fait, au niveau national, nous avons choisi un thème qui est la souveraineté européenne, que nous déclinons au niveau des industries, au niveau des nouvelles technologies, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé et au niveau de tout ce qui est la défense. Hein. Donc à partir de là, ce soir, on va travailler sur la souveraineté alimentaire.
et au niveau européen. Et demain, c'est l'agriculture. c'est l'agriculture. On le fait avec Alain Bassineau. Et donc, on va avoir une intervention de sa part. Qui est l'ancien président de la Chambre d'agriculture. Voilà. Mmh. Et ensuite, nous allons demain travailler sur une meilleure connaissance du mouvement pour tous les membres. Donc, c'est très interne. Et d'autre part, avec Alexis Botsman, qui est un spécialiste en géopolitique, on va travailler sur la notion de géopolitique européenne. De telle sorte qu'on ait une vision de ce que pourrait être la géopolitique européenne et de notre positionnement par rapport à des grands blocs tels que la Chine, tels que les États-Unis, et dans ce combat qui est en train de se mettre en place. Parce que finalement, il y a plusieurs éléments là qui s'entrechoquent. Il y a un carambolage. D'un côté, on a le temps court avec le Covid long, le Covid et cette pandémie, et le Covid long aussi bien sûr. Mais d'un autre côté, nous avons le temps long avec cette relation qui fait que la première puissance économique mondiale maintenant, c'est au niveau de l'Asie. Voilà, ça se déplace vers la Chine. On a un problème avec tout ce qui est l'aspect nouvelles technologies, les GAFA, les BATHX. Nous n'y sommes pas. Donc, il faut se positionner par rapport à ça. On va avoir le problème de la dette. Et on va avoir donc un positionnement qu'il faut qu'on l'on trouve au niveau européen par rapport à ces éléments-là. Alors, les nouvelles technologies, on a parlé également d'agriculture. C'est important, l'agriculture. Vous la mettez au premier plan, c'est votre premier thème. C'est la santé. C'est une bonne alimentation, c'est la santé. Donc, à partir de là, c'est un élément qui est très, très important. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur notre terroir et sur le savoir-faire de nos terroirs pour avancer, mais peut-être avec d'autres systèmes, d'autres méthodes d'agriculture. C'est à voir, c'est à réfléchir. C'est-à-dire, alors, ce sont justement des réflexions que vous allez mener durant ces premières universités d'été à la Castille, à la Crau. Vous faites des propositions ? Des propositions seront faites. On travaille d'abord avec des experts qui viennent nous rencontrer, que l'on rencontre, ensuite par visioconférence avec d'autres experts, et ensuite des commissions se réunissent, et à partir de là, des propositions seront mises en place et seront apportées aux différents pouvoirs publics. Il y a des connexions avec l'Union européenne, avec Bruxelles, oui, sont-elles ? Oui, alors nous avons de nombreuses connexions, puisque bien entendu, nous avons des membres de la Commission, nous avons des membres de gouvernement, nous avons des membres du Parlement européen qui sont adhérents de l'Union pan-européenne internationale. Mais notre leitmotiv, notre vision principale, c'est nous voulons une Europe indépendante. Nous voulons une Europe libre de tout excès d'influence extérieure, parce que c'est par l'indépendance, c'est la garantie de notre capacité à agir par nous-mêmes, à défendre nos intérêts par nous-mêmes, avoir aussi dans le domaine militaire une défense stratégique par nous-mêmes, que nous n'avons toujours pas. Si l'Europe n'est pas indépendante, elle risque d'avoir le sort, à Dieu ne plaise, ce qui vient d'arriver actuellement à l'Afghanistan. Il faut être capable, dans tous les domaines, dans ceux que Éric Campion vient de citer, l'alimentaire, nous pouvons nous nourrir par nous-mêmes si nous le décidons, si nous le voulons. Nous pouvons avoir une technologie, nous avons les cerveaux en Europe, mais nous n'avons pas suffisamment travaillé, recherché et développé dans ce secteur. Nous pouvons, dans tous les domaines économiques, bien entendu, avoir une possibilité de liberté qui nous protégerait. On l'a vu dans la situation sanitaire dans laquelle nous sommes encore. Nous avons dû dépendre pour les masques, pour les médicaments, pour les vaccins, de l'apport de l'extérieur et notamment de l'Asie, ce qui a créé des difficultés, ce qui crée des dépenses supplémentaires que nous aurions pu normalement, nous avons la capacité de l'assumer par nous-mêmes. C'est une question, tout ça c'est une question de volonté politique. Et ça préserve, disons, la spécificité, l'indépendance des États membres, parce qu'il y a des domaines qu'ils vont garder en compétence et des domaines plus régaliens qu'ils peuvent confier à l'Union européenne. C'est ça que nous voulons, et ça n'est pas ça qui s'est fait suffisamment ces dernières années, ces dernières décennies. Vous la trouvez molle, cette Europe ? Ah ben plus que molle, en recul, craintive. Elle n'ose pas aller de l'avant, elle n'ose pas s'affirmer, elle n'ose pas dire oui ou non clairement à ses grands partenaires internationaux, notamment aux Chinois, y compris aux Américains pour ce qui concerne la défense de l'Europe. On a vu dans quel débâcle, dans quel abandon les États-Unis viennent de laisser l'Afghanistan avec les drames que ça entraîne. Eh bien, nous ne voulons pas que ce sort, nous le connaissions dans quelques années, lorsque les Russes feront, comme ils l'ont déjà fait ailleurs, notamment en Géorgie, notamment en Ukraine, quelques percées sur le territoire européen. Nous voulons être capables de leur dire non, d'introduire un rapport de force. Ce rapport de force n'existe pas à l'avantage de l'Europe aujourd'hui. C'est ce que nous voulons, y compris sur le plan technologique qu'Éric Campion vient de citer.
La démographie, ça reste une crainte. Alors la démographie, pour l'instant, nous sommes tout de même un tiers de la population de la Chine, nous sommes 4 fois plus nombreux que les Russes et nous sommes 40% plus nombreux que les Américains. À nous d'avoir, comme ça commence à intervenir dans certains États européens, je voudrais bien que ce soit le cas en France aussi, avoir une politique familiale, une politique démographique pour redresser cette population et pas compter uniquement, et pour toute une série de raisons que le moment n'est pas venu d'évoquer à ce micro, compter sur l'immigration. Il y a d'ailleurs un très bel article Michel Godet, oui. de Jean-Michel Bouspard et Michel Godet d'ailleurs, qui est paru sur votre site, Europe 2050. Donc on se projette à 2050, suicide démographique. On parle d'une stagnation de la population européenne à 500 millions, avec près de 50 millions de personnes en âge de travailler dans la tranche des 20-64 ans qui seraient perdues par l'Europe. Changer fondamentalement cela, c'est possible, mais ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre rapidement. Rappelez-vous, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle un boom démographique, beaucoup de naissances. Ça a été aidé par une politique familiale par le gouvernement du général de Gaulle, et on a changé la donne en France par rapport à ce qu'elle était pendant la Troisième République. Eh ben, on peut faire la même chose. Alors évidemment, ça n'aura des effets qu'à la fin de ce siècle, mais au moins ça aura des effets. Il faut redresser la démographie européenne. C'est l'intérêt de l'Europe, parce que c'est par la jeunesse que l'élan et que l'avenir se créent. Vos réflexions par rapport à ce qui vient de se passer, la crise sanitaire, la Covid-19, la gestion de la crise notamment par la France et l'Europe? Alors on a fait une Europe de boutiquiers, on aurait dû faire plutôt une Europe de la santé. On a bien vu la dispersion, une certaine forme d'anarchie, de division, même quelquefois de compétition entre les États européens pour faire face à cette pandémie qu'on n'avait pas suffisamment prévue à tous les niveaux, y compris au niveau du gouvernement français, mais ça a été la même chose à peu près dans tous les pays. Et c'est une bonne leçon qu'il faut tirer. On n'en a pas encore tiré les conséquences. Il faudrait avoir aujourd'hui une Europe de la santé, c'est-à-dire une organisation sanitaire de l'Europe qui comprendrait non seulement les questions comme la pandémie, mais aussi l'installation des hôpitaux et l'approvisionnement des médicaments. Nous pouvons fabriquer des médicaments qui sont souvent inventés par des chercheurs européens. Pourquoi faut-il le demander aux Chinois de le faire ou aux Indiens de le faire? On peut le faire nous-mêmes. Peut-être que ça coûtera un peu plus cher, mais l'indépendance n'a pas de prix. La France va prendre la présidence de l'Union européenne en 2022. Quels sont vos souhaits par rapport à ça? Écoutez, on va y retomber en même temps dans l'élection présidentielle française qui va intervenir au mois d'avril. Donc ça va être une période de campagne électorale. Contrairement à ce que certains disent, que je ne nommerai pas évidemment, n'est-ce pas, je ne suis pas sûr que ce soit très favorable aux intérêts français, parce que nos partenaires européens risquent de mettre sur le dos quelques initiatives, heureuses initiatives, que nous pourrions prendre sur le dos d'intérêts électoraux. Néanmoins, il faut assumer, nous l'assumerons. J'espère que dans le domaine de l'indépendance, que nous avons évoqué tout à l'heure avec Éric Campion, on va prendre quelques initiatives. Encore, il ne faut pas suffisamment prendre d'initiatives, il faut être entendu, il faut avoir la capacité d'influence, la capacité d'être écouté par nos partenaires. Et c'est un petit peu ce qui manque à la France aujourd'hui. L'évolution de la cause pan-européenne en France, Éric Campion, puisque vous en êtes le président. Déjà, avoir une territorialité qui soit bien présente partout en France, ça c'est un premier point, donc c'est au niveau interne. Et ensuite, travailler sur faire ces propositions au niveau de l'indépendance européenne, et faire en sorte qu'on apporte un petit plus au fait que cette table de billard sur laquelle il y a deux énormes boules qui sont celles de la Chine et celles des États-Unis, et plein de petites boules qui essayent de s'agglomérer, qui sont des petites nations françaises et européennes, que si on n'arrive pas à s'agglomérer, on n'arrivera pas à avoir une Europe puissance. Et à ce moment-là, on va nous regarder dans le rétroviseur. J'ajouterais, si vous permettez, allez-y. C'est une bonne chose pour votre département, pour Toulon, que le nouveau président de l'Union pan-européenne de France soit un homme du Var, de la Provence. Jusqu'à maintenant, les présidents successifs étaient souvent issus pas toujours, souvent issus de l'ouest de la France, mais ils avaient toujours au moins un pied à Paris. Là, nous avons un homme de la Provence, installé en Provence, qui travaille en Provence et qui anime de la Provence, c'est-à-dire du Var et de Toulon, cette organisation qui a été fondée à l'initiative du général de Gaulle en 1960.
Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les universités d'été, les premières universités d'été de l'Union pan-européenne de France, ça sera donc les 27 ce week-end à la Castille, 27-28 bien sûr, à la Castille, à l'Accro et 29 également dimanche. Dimanche matin. Voilà, également à la Castille, à l'Accro. Éric Campion, merci. Merci. Alain Terre-Noir, merci beaucoup d'avoir Merci répondu. pour votre invitation. Merci à vous et merci de nous suivre sur Info 83.